Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mathilde et sur cette chaîne, je vous parle de mode, de couture et de modélisme. Et j'ai lancé ma marque de patron couture qui s'appelle Méthode Mathilde. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être dédiée à la couture de mon nouveau modèle. Il s'agit d'un manteau type trench. C'est la première pièce d'extérieur que je vous propose et j'en suis extrêmement heureuse. Je vous avoue que j'ai l'idée depuis super longtemps. En fait, à l'origine, je voulais vous proposer cette pièce l'hiver dernier, mais j'aurais commencé à travailler dessus en janvier-février, donc je trouve qu'il serait sorti un petit peu tard dans la saison. Là, cet automne, j'ai commencé à travailler dessus et c'est la pièce que je vous présente aujourd'hui. J'ai décidé d'appeler ce modèle Bénédicte parce que, outre le fait que ce prénom signifie béni des dieux, c'est en plus le prénom de ma maman. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire honneur à ma maman en prêtant son joli prénom à l'un de mes modèles. Elle me soutient à 3000% dans mon aventure. Elle parle de moi à tout le monde, même aux gens qui ne cousent pas. C'est vraiment ma supportrice numéro 1. À l'instar de tous mes autres modèles, celui-ci est disponible sur mon site internet de la taille 34 à 50 au format PDF. Lorsque vous l'achetez, vous recevez directement un email avec tous les fichiers à l'intérieur. Voilà, c'est tout pour cette introduction. On va commencer la vidéo et je vais vous parler un petit peu plus en détail du modèle. Parlons plus en détail du modèle. Il s'agit d'un manteau type trench. Vous avez un col tailleur revisité. Pourquoi est-ce qu'il est revisité ? Un col tailleur classique ne se ferme pas, tandis que là, vous pouvez fermer le vêtement et avoir juste un petit col classique. Et si vous le portez ouvert, vous avez un col tailleur. Voilà, donc c'est un col tailleur revisité. Ensuite, vous avez des poches raglan fonctionnelles avec aucune couture apparente. Elles sont fonctionnelles puisqu'il y a un sac de poche, donc on peut mettre des choses à l'intérieur, telles que nos mains s'il fait froid. Personnellement, c'est surtout pour ça que je les utilise. Je mets mes mains quand j'ai froid et c'est très bien. Ensuite, vous avez une fermeture croisée sur le devant avec 2 rangées de boutons, une ceinture à la taille avec des passants sur les côtés. Vous avez des manches tailleur, c'est-à-dire qu'elles sont en 2 morceaux. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure également. Et vous avez autour des manches tailleur un bracelet de manche avec des passants pour resserrer un petit peu au poignet les manches. La coupe du bas de la pièce est très légèrement évasée, longueur midi, donc il arrive mi-mollet. Il y a un pli creux dans le dos qui, une fois que le vêtement est ceinturé, fait un petit peu de volume. Ça donne une petite touche vintage à la coupe du manteau trench. C'est pas du tout une coupe qui est près du corps. Il y a un petit peu de volume et j'ai prévu de l'aisance pour que vous puissiez porter cette pièce avec un gros pull en dessous. Voilà, et quoi d'autre ? Ah oui, le plus important, il est intégralement doublé. Donc vous n'avez aucune couture visible à l'intérieur du vêtement. Il y a la parmenture, les enformes, la doublure. Rien ne dépasse. Tout est nickel, nickel, nickel. On continue avec la liste du matériel nécessaire. Premièrement, nous allons avoir besoin de tissu principal. Si sa laise est de 140 cm, des tailles 34 à 40, il nous faudra 3,80 m et des tailles 42 à 50, 4,15 m. En ce qui concerne la doublure, si sa laise est similaire, des tailles 34 à 40, il nous faudra 2,15 m et des tailles 42 à 50, 2,55 m. Pour l'entoilage, il vous en faudra, c'est sûr, mais son emploi dépendra du type de tissu principal que vous choisirez. Nous allons également avoir besoin de boutons d'un diamètre de 25 mm et d'un nombre de 7. Pour la réalisation des passants de bracelets de manche et de ceinture, un cordonnet nous sera nécessaire. Il faut qu'il ait un diamètre de 2 mm et une longueur de 60 cm. Enfin, il nous faudra une bobine de fil ton sur ton avec notre tissu principal et notre doublure. Quel tissu est-ce que je vous conseille pour coudre le manteau trench Bénédicte ? Alors ici, de nombreuses options sont possibles, donc le choix dépendra surtout de vos envies. Si vous choisissez un coton, le résultat sera celui d'un trench de demi-saison. Si vous préférez un lainage ou bien un cachemire, vous obtiendrez un manteau hivernal. Alors, j'ai des recommandations quant à la main du tissu. Afin de faire la part belle aux détails du modèle, que ce soit le col ou bien la poche raglan, je vous déconseille les tissus trop mous. Il est nécessaire pour ces détails que le tissu ait une certaine structure. Néanmoins, de par la présence du pli creux dans le dos, je vous déconseille les tissus trop craquants qui marquent trop parce que ça risque d'alourdir visuellement le rendu du pli. Donc il faut un entre-deux entre la mollesse d'un tissu et l'extrême rigidité d'un tissu. Voilà, il nous faut un entre-deux.
En ce qui concerne la doublure, j'ai également des préconisations. Je préconise des tissus qui glissent tels que du polyester ou bien du satin. Cela évitera, lors de l'enfilage du vêtement, que l'intérieur des manches de votre manteau trench accroche au vêtement que vous portez en dessous. Le polyester, ce sera l'option la moins chère. Si vous avez envie de vous faire plaisir, vous pouvez choisir du satin. Personnellement, ici, j'ai choisi du polyester. J'ai mis le paquet sur mes tissus principaux et je vous avoue que j'avais pas envie de mettre un gros budget pour la doublure. Comment choisir la taille du manteau trench Benedict que vous allez coudre? Lorsque vous achetez le patron, vous recevez un guide explicatif illustré et dans ce guide, vous avez 2 tableaux. Le tableau des mesures du corps et le tableau des mesures du vêtement terminé. C'est à partir, désolée pour ma voix, c'est à partir du tableau des mesures du corps que je mets au point le patron. Et ici, puisque c'est une pièce d'extérieur, j'ai prévu une importante valeur d'aisance. De ce fait, ne vous fiez surtout pas au deuxième tableau pour choisir votre taille. Il est présent dans le guide uniquement à titre indicatif et pour que vous puissiez potentiellement comparer ce tableau aux mesures d'un vêtement que vous avez déjà et dont la taille vous va afin de pouvoir vous repérer. En ce qui concerne la coupe du modèle, j'ai voulu qu'elle soit ample afin que vous puissiez porter un gros pull en dessous ou comme ma maman une veste tailleur en dessous et que vous soyez à l'aise. La silhouette du modèle se structure lorsque vous le ceinturez à la taille et ça fait un rendu un petit peu vintage que je trouve charmant et qui vous confère immédiatement une grande élégance sans effort. Néanmoins, si vous avez envie d'un rendu avec un petit peu moins de volume, c'est tout à fait possible. Il vous suffit de sous-tailler le modèle. Voilà. J'ai oublié de vous filmer la coupe du tissu. En fait, j'étais lancée, j'ai commencé à couper mon tissu et je me suis rendu compte à la toute fin que je n'avais même pas touché à ma caméra. Ensuite, étant donné que mon tissu s'est filoché pas mal, j'ai fait un point zigzag autour de tous les morceaux. Néanmoins, étant donné que la pièce est intégralement doublée, c'est normalement pas nécessaire de le faire. Je prends ma version beige pour vous expliquer quelque chose. Si jamais vous choisissez un tissu principal plutôt épais comme ce tissu beige, d'ailleurs, vous avez été plusieurs à me demander sur Instagram où est-ce que je l'avais acheté. Je l'ai acheté chez Tissu Market. Néanmoins, j'ai pris les derniers métrages. Je suis désolée. Je sais que vous avez été nombreuses à craquer dessus, mais il n'y en a plus. Et d'ailleurs, il n'y en avait même pas assez pour moi. Regardez, j'ai dû faire une partie d'éparmenture. Je ne sais pas si vous verrez. J'ai dû faire une partie d'éparmenture dans un autre tissu. Donc même pour moi, il n'y en avait pas assez. Donc si jamais vous choisissez ce type de tissu, un tissu plutôt épais, je vous conseille d'élargir et d'allonger certaines pièces du patron. Je vous conseille de le faire pour les passants de bracelets de manche et de ceinture, pour les bracelets de manche et pour la ceinture. Avec l'épaisseur d'un tissu, vous allez avoir plus de matière à l'intérieur dans les rentrées de couture, etc. Donc ça va diminuer leur hauteur ainsi que leur longueur. Mieux vaut les élargir lors de la coupe pour conserver leur rendu initial et pour pas que ça fasse quelque chose de tout kiki. Parlons entoilage du tissu principal. Il y a certains morceaux que je vous conseille d'entoiler, peu importe le type de tissu principal que vous choisirez, et d'autres que je vous conseille d'entoiler partiellement ou dans leur intégralité en fonction du type de tissu principal que vous choisirez. Le premier cas de figure est si vous avez un tissu à la main un petit peu fluide, légèrement molle. Alors, je vous déconseille les tissus à la main trop molle, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais légèrement molle, ça va. C'était le cas de mon tissu vert et j'ai décidé de tout entoiler. Alors, il y a une pièce que je n'aurais pas dû entoiler, c'est celle des passants, puisque lorsque j'ai dû retourner les passants, vous le verrez tout à l'heure, j'ai galéré à cause de ça. Le deuxième cas de figure s'applique à tous les types de tissus. Je vous liste tous les morceaux à entoiler. Alors, nous avons premièrement l'encolure et la croisure du buste devant, ainsi que l'emplacement de la poche raglan sur le morceau numéro 1, les parmentures des bustes devant et dos, le morceau numéro 2 et le morceau numéro 6, les enformes ourlets devant et dos, les morceaux numéro 3 et numéro 7, le dessus et le dessous de col, les morceaux numéro 9 et 10, les enformes à même du dessus et du dessous de manche sur les morceaux numéro 11 et numéro 12, le bracelet de manche et la ceinture, et enfin la patte de poche raglan, le morceau numéro 15. Ça fait pas mal d'entoilage, mais c'est vraiment nécessaire pour que le manteau trench tombe bien. C'est parti pour la couture, on va commencer par s'occuper des poches avec l'étape numéro 1 et je vais vous expliquer comment coudre des poches raglan avec aucune couture apparente. On se munit des 2 morceaux du buste devant en tissu principal, on reporte l'emplacement des poches raglan sur l'endroit de ces derniers en bâtissant. Je vous conseille de choisir un fil de bâti dont la couleur contraste avec celle de votre tissu principal. On prend les 2 pattes de poche raglan ainsi que les 4 sacs de poche. On place les sacs de poche endroit contre endroit avec les pattes et on les épingle ensemble sur leur ligne de jonction.
ce sont les lignes qui sont parallèles au rectangle d'ouverture. On les coud à 1 cm du bord, on aplatit les coutures au fer à repasser en rabattant les rentrées vers les sacs de poche. Puis on effectue des coutures de maintien, c'est-à-dire qu'à quelques millimètres des coutures initiales, endroit sous les yeux, on sous-pique en prenant ensemble les sacs de poche et les 2 rentrées de couture que l'on a rabattues en dessous. Dans un but explicatif, il est plus simple pour moi de coudre d'abord une poche et de vous montrer comment faire plutôt que de coudre les 2 en même temps. Donc je vais commencer par en faire une avec vous et ensuite on fera l'autre de notre côté. Donc on prend une des 2 pattes de poche et on se munit du buste devant correspondant. On les place endroit contre endroit. On les épingle ensemble le long du rectangle de fente de poche en faisant bien se coïncider les 4 coins de ce dernier. On les coud en suivant le tracé du rectangle. On va tout doucement pour piquer bien droit et faire de très jolis angles. Une fois cela fait, on passe sur l'envers du buste devant et on découd les fils de bâti. On réalise ensuite une fente en suivant la forme indiquée sur le patron à l'aide de petits ciseaux ou de votre grosse paire de ciseaux tailleur si comme moi vous aimez le risque. Et lorsque l'on coupe, on va jusqu'à 1 mm des angles. Mais pas plus loin parce qu'on est d'accord, on ne veut pas couper la couture. Une fois cette fente réalisée, on fait passer la patte sur l'envers du buste devant. Si on a envie, on peut repasser les petits côtés du rectangle, mais c'est tout, on repasse pas les grands côtés. On forme le pli de la patte et on marque ce dernier au fer à repasser tout en faisant attention à ne pas repasser le reste. On l'épingle au rectangle d'ouverture, puis l'endroit du buste devant sous les yeux, on pique les 2 épaisseurs du pli ensemble dans le sillon de la ligne inférieure du rectangle d'ouverture. Alors attention, cette couture techniquement elle est visible sur l'endroit du vêtement, mais étant donné qu'elle est dans le sillon, elle est un petit peu cachée. Sur les 2 petits côtés, on épingle le pli de la patte aux rentrées de couture du rectangle d'ouverture, on les coud ensemble dans le sillon de notre première couture, celle qui faisait tout le tour du rectangle. Une fois cela fait, sur l'envers du buste devant, on rabat la partie supérieure de la patte vers le bas, la plaçant ainsi sur le pli de la partie inférieure de la patte. On épingle le tout sur les petits côtés et l'endroit du buste devant sous les yeux, on pique les 3 épaisseurs ensemble dans le sillon des lignes de côté du rectangle d'ouverture. Idem, techniquement ces coutures sont visibles sur l'endroit du vêtement, mais elles sont dans le sillon, donc elles sont cachées. Maintenant que l'on a formé notre ouverture de poche, on va s'occuper des sacs de poche. On place les sacs de poche endroit contre endroit, on les épingle ensemble sur tout leur tour et on les coud à 1 cm du bord. Maintenant que l'on a réalisé notre première poche raglan dans son intégralité, on se félicite un petit peu et on passe tout de suite à la seconde. C'est parti pour l'étape numéro 2, nous allons confectionner les passants, les bracelets de manche et la ceinture. Il y a 2 tailles de passants, la petite taille est destinée au bracelet de manche et la taille moyenne à la ceinture.
On se munit de la bande en tissu principal destinée à la réalisation des passants ainsi que du cordonnet. On replie la bande sur elle-même rabattant l'endroit sur l'endroit et on place le cordonnet à l'intérieur. On pique tout le long de la bande à 1 cm du bord, emprisonnant le cordonnet à l'intérieur. Puis sur l'une des deux largeurs de la bande, on pique perpendiculairement à la couture que l'on vient de réaliser, fixant ainsi le cordonnet à cette dernière. On retourne la bande à l'endroit en tirant sur le cordonnet et en faisant coulisser le tissu. Alors là, j'avais entoilé ma bande de passants. C'était complètement inutile. Je vous déconseille de le faire parce que j'ai eu du mal à tirer sur ma bande. Une fois la bande retournée, on coupe le cordonnet. On découpe la bande pour obtenir les 8 passants souhaités. 2 passants pour la ceinture d'une longueur de 10 cm, valeur de couture incluse, c'est-à-dire 8 cm 100. Et 6 passants pour les bracelets de manche d'une longueur de 8 cm, valeur de couture incluse, c'est-à-dire 6 cm 100. On est d'accord, on coupe avec les valeurs de couture. On repasse nos passants en faisant en sorte que la couture ne soit visible que d'un seul côté, qui deviendra l'envers des passants. Afin d'éviter que les extrémités des passants ne s'effilochent, on les surfile. On peut le faire avec notre surjeteuse si on en a une. Personnellement, j'en ai une, mais j'avais aucune envie de la sortir pour cela. Donc j'ai utilisé le point zigzag de ma machine à coudre et ça fait très bien l'affaire. Puis, toujours à l'extrémité des passants, on effectue des replis de 1 cm vers l'envers et on marque ces derniers au fer à repasser. On préforme ainsi nos passants. On se munit des bandes en tissu principal destinées à la réalisation des bracelets de manche. On les replie sur elles-mêmes, rabattant ainsi l'endroit sur l'endroit. On pique le long de leur longueur à 1 cm du bord, mais attention, on commence à piquer 5 cm après le début des bandes et on s'arrête 5 cm avant leur fin. L'envers sous les yeux, on ouvre les coutures au fer à repasser et on en profite également pour effectuer un repli de 1 cm vers l'envers sur les portions des bracelets de manche restées volantes aux extrémités. Puis on retourne les bracelets de manche à l'endroit et on redonne un petit coup de fer histoire de tout bien remettre en place. On se munit des 2 bandes en tissu principal destinées à la réalisation de la ceinture. On les place endroit contre endroit. On les épingle ensemble sur leur ligne de milieu dos. On les coud à 1 cm du bord et on ouvre la couture au fer à repasser. Une fois cela fait, on plie la bande désormais continue en deux, rabattant ainsi l'endroit sur l'endroit. On l'épingle sur toute sa longueur ainsi que sur ses petits côtés. On coud à 1 cm du bord en laissant un trou de 15 cm parce qu'il va falloir retourner la ceinture à un moment donné. Après avoir cousu et avant de la retourner, on dégarnit les angles, comme cela. On retourne la ceinture à l'endroit. Une fois qu'on a bien tout fait ressortir, tout rouloté, on aplatit les coutures au fer à repasser et on ferme le trou avec de petits points à la main. Nous en sommes à l'étape numéro 3, nous allons nous occuper des pinces du buste devant et dos et ensuite on va les assembler l'un avec l'autre. On prend les 2 morceaux du buste devant et le buste dos en tissu principal. En suivant les lignes de milieu de leurs pinces respectives, on les plie en deux, rabattant ainsi l'endroit sur l'endroit. On épingle les pinces, on les coud, puis on aplatit ces dernières au fer à repasser en rabattant leur fond vers l'extérieur du vêtement. Il se peut que votre tissu principal soit trop épais pour que vous puissiez joliment fermer les pinces d'omoplate du buste dos. Les pinces qui se trouvent en haut du buste dos, on les appelle les pinces d'omoplate puisqu'elles se trouvent sur nos omoplates. Si c'est votre cas, afin de résorber l'embu créé par des pinces restées ouvertes, vous pouvez froncer légèrement les lignes d'épaule dos, puis les repasser avec de la vapeur afin de resserrer les fibres du tissu. Et ne vous inquiétez pas, une fois les coutures d'épaule réalisées, les fronces ne seront absolument pas visibles. C'est ce que j'ai fait sur ma version beige parce que le tissu était beaucoup trop épais pour que je puisse fermer mes pinces d'omoplate de manière acceptable, de manière esthétique. Et regardez, ça ne se voit absolument pas. J'étais pas 100% sûre que ce serait joli et ça l'est.
Donc je vous recommande cette technique. Le milieu du buste dos présente un pli creux et afin de faciliter la compréhension de l'étape suivante, on va faire un aparté lexique du pli creux. Nous avons une première ligne, la ligne de bord du pli qui ici coïncide avec le milieu du buste dos. À ses extérieurs, nous avons deux lignes, celle du creux de pli et à l'extérieur des lignes de creux de pli, nous avons les lignes d'arête de pli. Pour former le pli creux, on va joindre les lignes d'arête du pli et on va les placer sur celles de bord du pli. Et les lignes de creux de pli se trouvent à l'extérieur. On se munit de notre buste dos en tissu principal. En suivant la ligne de milieu dos qui correspond au bord du pli, on le plie en deux, rabattant ainsi l'endroit sur l'endroit. On épingle le long des lignes d'arête de pli, de la base de l'encolure jusqu'au repère de fin de couture indiqué sur le patron. On pique le long de la ligne et pour consolider cette couture, je vous conseille d'effectuer un aller-retour complet. Cette couture peut être mise sous tension lorsque l'on porte le vêtement. C'est pour cela que je vous conseille un aller-retour plutôt qu'un simple point d'arrêt, histoire qu'elle soit extrêmement solide. On superpose les lignes d'arête du pli et de bord du pli l'une sur l'autre au milieu du buste dos. Voilà ce que ça nous donne. Puis on ouvre la couture au fer à repasser en aplatissant par la même occasion les lignes de creux de pli se trouvant sur les côtés. On épingle les trois épaisseurs qui forment désormais l'encolure du buste dos et on pique à 8 mm du bord. On répète l'opération avec la doublure. Alors pour celle-ci, attention, vous n'avez pas besoin de piquer le long de la ligne d'arête du pli puisque le pli commence directement à la jonction avec la parmenture. Ainsi, seule la couture fixant le pli creux le long de l'encolure est nécessaire. Pour le tissu principal, on place les deux parties du buste devant endroit contre endroit avec le buste dos. On les épingle ensemble sur leur ligne de côté en faisant bien se correspondre l'écran indiqué sur le patron. On les coud à 1 cm du bord. Et on ouvre les coutures au fer à repasser. On répète l'opération avec la doublure en laissant une ouverture de 20 cm au milieu de l'une des deux coutures de côté du buste. C'est difficile à dire. Pensez bien à laisser cette ouverture, à laisser ce trou parce que à la toute fin du montage, c'est par là que l'on viendra retourner l'entièreté de notre pièce. Donc si vous oubliez ce trou, vous allez être obligé de découdre. Pour le tissu principal, on place les deux parties du buste devant endroit contre endroit avec le buste dos. On les épingle ensemble sur leur ligne d'épaule en faisant bien se correspondre le haut de leurs pinces respectives, puisqu'il arrive pile poil en face. On les coud à 1 cm du bord et on ouvre les coutures au fer à repasser. On répète l'opération avec la doublure ainsi qu'avec la parmenture. On se munit des deux passants de ceinture. On les place sur les repères indiqués sur le patron du buste devant et dos. On les épingle ensemble, puis on les coud dans le sillon des plis formés au préalable. Afin d'éviter que les rentrées des passants ne restent volants et fassent leur petite vie, on effectue une deuxième couture à 1 cm de la première pour les fixer également au buste devant et dos. La première couture qui fixe les passants au buste est facile à réaliser puisque les passants sont à plat. Néanmoins, la deuxième est beaucoup plus compliquée puisque l'on forme la boucle du passant et on doit, avec notre pied de biche, passer dans la boucle du passant. Ici, j'ai réussi à le faire à la machine parce que mon tissu était très facile à travailler. Il se tordait bien. Il se peut que ce soit plus compliqué pour vous. À vous de voir si vous arrivez à le faire à la machine. Et si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave du tout. Faites-le à la main. Mieux vaut le faire à la main que le faire à la machine de travers. Voilà. Nous en sommes à l'étape numéro 4, on va s'occuper du col. Le col est composé de deux morceaux, nous avons un dessus de col et un dessous de col. Ces derniers sont différents en 2 points. Premièrement, le dessus de col est légèrement plus grand que le dessous de col. Secondement, le dessus de col est composé d'un seul morceau, à couper le droit fil parallèle au milieu dos, tandis que le dessous de col, quant à lui, est composé de 2 morceaux à couper dans le plein biais du tissu. Tout cela permet un meilleur tombé du col. On place les 2 morceaux du dessous de col endroit contre endroit. Je fais attention à bien articuler. On les épingle ensemble sur leur ligne de milieu dos.
On les coud à 1 cm du bord et on ouvre la couture au fer à repasser. On place maintenant le dessus de col endroit contre endroit avec le dessous de col désormais unis. On les épingle ensemble le long de leur ligne extérieure, c'est-à-dire entre les 2 crans de fin d'assemblage avec l'encolure. On les coud à 1 cm du bord. On crante les courbes, on rogne un petit peu dans les rentrées de couture histoire de ne pas laisser trop de monde à l'intérieur. Puis on retourne le col à l'endroit en roulotant un petit peu comme ça, histoire de bien faire sortir toute la matière. Je suis désolée pour ma voix, je suis malade, ça fait 2 semaines, ça ne passe pas et il faut que je tourne ces voix. Donc si vous avez l'impression que ma voix est bizarre, c'est normal. Elle l'est, moi aussi je l'entends. On aplatit la couture au fer à repasser en faisant rouler le dessus de col vers le dessous de col. Ainsi, la couture de jonction entre les deux ne sera pas visible une fois le vêtement porté, puisque la couture de jonction ne se trouve pas sur la tranche, mais un petit peu vers le dessous de col. N'est-ce pas merveilleux ? Nous voilà à l'étape numéro 5, on va assembler le col au buste devant et dos. On va commencer par prendre le buste et le long de l'encolure du buste devant, des milieux devant jusqu'aux coutures d'épaule, on pique à 8 mm du bord. On crante le long de ces coutures, cela va nous permettre de pouvoir davantage étendre la courbe du buste devant lors de l'assemblage avec le col. On répète l'opération avec la parmenture parce qu'on va elle aussi l'assembler au col. On place le dessous de col endroit contre endroit avec l'encolure du buste devant et dos. On les épingle ensemble en étirant le tissu du buste afin de bien suivre les courbes du col, en particulier sur le devant, et on pense à faire se correspondre les crans suivants. C'est parti pour la liste des crans. Le premier cran du col correspond à la jonction entre l'encolure devant et dos, c'est-à-dire la couture d'épaule. Le second cran du col correspond au premier cran de l'encolure devant, et le troisième cran du col, qui n'est autre que la fin de son assemblage avec l'encolure devant, correspond au deuxième cran de l'encolure devant. Le buste sous les yeux, on coud ces deux parties ensemble à 1 cm du bord. On pique lentement parce qu'on pique des courbes, donc on n'a pas envie de faire des petites bêtises. Et on n'aplatit pas la couture au fer à repasser pour l'instant parce qu'il nous reste encore à assembler le col avec la parmenture. Donc nul besoin d'aplatir quelconque couture pour l'instant. On réserve. Comme en cuisine. Nous voilà à l'étape numéro 6, on va s'occuper des manches, qui sont des manches tailleur, donc elles ont un très joli tombé. Nous avons donc ici un dessus de manche et un dessous de manche. Faisons un petit point lexique spécial manche tailleur. La couture d'assemblage entre ces deux morceaux se trouvant à l'arrière du bras est nommée la couture de coude, et la couture entre ces deux morceaux sur l'avant du bras est nommée la couture de saignée, parce que, bon, à l'arrière on a le coude, hein, c'est plutôt logique. Et devant, pourquoi saigner ? Eh bien, je suppose que c'est là que les médecins, à l'époque où ils pensaient que nous saigniez, nous guérissaient de je ne sais quel mal, eh bien, nous saignaient.
Voilà, c'est terminé pour la partie lexique. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette construction? Outre son tombé impeccable, la manche va naturellement vers l'avant, comme nos bras, n'est-ce pas merveilleux? Et ça nous permet d'être beaucoup plus à l'aise. Pour le tissu principal, on place le dessus de manche endroit contre endroit avec le dessous de manche. On les épingle ensemble sur leur ligne dite de coude en faisant bien se correspondre l'écran indiqué sur le patron. On les coud à 1 cm du bord et on ouvre les coutures au fer à repasser. Une des caractéristiques de la manche tailleur est que la ligne de coude du dessus de manche est un petit peu plus longue que celle du dessous de manche. Les crans sont placés de façon à répartir cet embut de manière esthétique. Ainsi, pour faciliter la couture, vous pouvez au préalable détendre un petit peu la ligne de coude du dessous de manche au fer à repasser. Personnellement là, je n'avais pas besoin de le faire, il m'a suffi d'étirer un petit peu le tissu en épinglant et le tour était joué. Avant de réaliser la couture de saignée, il est préférable de coudre 4 des 6 passants de bracelet de manche, donc on en coud 2 par manche, parce qu'une fois que la manche sera complètement fermée, cette étape sera beaucoup plus délicate, donc je vous conseille de le faire en 2 temps, on en fait 4 maintenant et on fera les 2 derniers plus tard. Pour le tissu principal, on place le dessous de manche endroit contre endroit avec le dessus de manche. On les épingle ensemble sur leur ligne dite de saignée en faisant bien se correspondre l'écran indiqué sur le patron. On les coud à 1 cm du bord et on ouvre les coutures au fer à repasser. On répète l'opération avec la doublure. On se munit enfin des 2 derniers passants de bracelet de manche. On les place sur les repères indiqués sur le patron du dessus et du dessous de manche. On les épingle ensemble. On les coud dans le sillon des plis formés au préalable. Alors ici, c'est beaucoup plus compliqué que tout à l'heure parce que la manche est formée. Si jamais vous n'y arrivez pas avec votre machine à coudre, c'est pas grave, faites-le à la main. Personnellement, là, j'ai pu le faire avec ma machine à coudre, mais c'est aussi parce que mon tissu était assez facile à travailler. À vous de voir ce que vous préférez faire. Une fois tous les passants fixés, on replie l'enforme des manches qui est à même à l'intérieur de ces dernières et on marque ces plis au fer à repasser. Ce que je vous conseille de faire, c'est de relever la hauteur de l'enforme sur le patron et de bien vérifier au fur et à mesure de votre passage que vous rentrez la même valeur à l'intérieur. C'est ce que vous me voyez faire avec ma règle. Nous sommes à l'étape numéro 7 et maintenant qu'on a formé nos manches, qu'on a bien tout fait, les passants, l'enforme, tout ça, on va les assembler au buste devant et au buste dos. Lors de la mise au point du patron, afin que les têtes de manche tombent bien, j'ai prévu une valeur d'embut. De ce fait, les têtes de manche sont quelque peu plus longues que les entournures. Avant de monter les manches, il est nécessaire de travailler cet embut afin de le résorber et la démarche consiste à légèrement froncer les têtes de manche, puis à les repasser avec de la vapeur afin de resserrer les fibres du tissu. Sur notre machine à coudre, on règle la longueur de notre point à 3,5 mm et on diminue la tension du fil. Pour les têtes de manche, on pique sur 20 cm de part et d'autre de la jonction devant-dos,
une première fois à 8 mm du bord et une seconde fois à 5 mm du bord. On ne fait aucun point d'arrêt et on laisse bien les fils dépasser au début et à la fin de nos coutures. Afin de former les fronces, on tire doucement sur les fils de canette des deux coutures, d'un côté puis de l'autre. Une fois cela fait, on résorbe l'embu en repassant les têtes de manche avec de la vapeur. Et vous voyez là, c'est un petit peu magique. On applique de la vapeur sur ces toutes petites fronces et c'est comme si ça lissait la matière. Nous allons maintenant assembler les manches au buste. On place les manches en tissu principal endroit contre endroit avec le tissu principal du buste devant et dos. On les épingle ensemble en faisant bien se correspondre les différents repères indiqués sur le patron. Le cran de la tête de manche correspond à la couture d'épaule. Les coutures de coude de la manche dos correspondent au cran du buste dos. Les crans de la manche devant correspondent au premier cran du buste devant. Et les coutures de saignée de la manche devant correspondent au deuxième cran du buste devant. On vérifie que l'embu est bien réparti régulièrement. On coud les deux parties ensemble à 1 cm du bord. On prend notre temps, c'est pas le moment de faire des petites bêtises. Une fois cela fait avec le tissu principal, on repasse tout ça, puis on répète l'opération avec la doublure. Nous voilà à l'étape numéro 8, on va assembler les enformes de l'ourlet devant et dos avec les parmentures. On se munit de notre longue enforme ourlet dos et de nos deux petites enformes ourlet devant. On place les deux parties de l'enforme ourlet devant endroit contre endroit avec l'enforme ourlet dos. On les épingle ensemble sur leur ligne de côté. On les coud à 1 cm du bord et on ouvre les coutures au fer à repasser. On place maintenant les deux parties de l'enforme ourlet devant endroit contre endroit avec les parmentures du buste devant. On les épingle ensemble. On les coud à 1 cm du bord en partant de la ligne d'ourlet sur 4 cm. On ne va pas jusqu'au bout de l'enforme ourlet devant. C'est très important pour la suite. Il est nécessaire que ces 2 petits centimètres restent volants pour l'assemblage de la doublure. Donc, on ne va pas jusqu'au bout. C'est parti pour l'étape numéro 9, on va assembler les enformes et la parmenture au reste du vêtement. On place les parmentures et les enformes désormais unis, endroit contre endroit avec le buste devant et dos en tissu principal. On les épingle ensemble sur toute leur ligne extérieure en faisant bien se correspondre les différents repères et jonctions. Pour l'encolure, le col est rabattu vers le bas et il est pris en sandwich entre le buste en tissu principal et les parmentures. On coud ces deux parties ensemble à 1 cm du bord. Pour l'encolure, il est préférable de coudre le buste sous les yeux et non les parmentures sous les yeux afin de piquer dans le sillon de notre première couture, celle qui assemblait le col au buste. Une fois cette couture sur tout le tour réalisée, on crante les courbes, on dégarnit les angles et on retourne la pièce à l'endroit. On fait bien sortir la matière en roulotant un petit peu. Puis on aplatit la couture au fer à repasser. Il y a une technique de repassage que j'aime beaucoup, elle consiste à d'abord ouvrir une couture que l'on cherche à refermer. Donc là, j'ouvre la couture entre le buste dos et l'enforme ourlet dos. Une fois que j'ai bien ouvert ma couture, je rabats mon enforme ourlet dos sur l'envers du buste dos. Puis je repasse avec mon fer à repasser sur la couture afin de la refermer. Ça permet de bien faire sortir toute la matière que l'on cherche à faire ressortir et à ne pas aplatir une couture où il resterait des petites choses à l'intérieur. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, c'est simple mais très efficace, donc je vous le conseille. Nous en sommes à l'étape numéro 10, on va assembler la doublure au reste de la pièce et ensuite on va la retourner comme par magie. On retourne la pièce à l'envers,
On se munit de notre doublure, on la place endroit contre endroit avec la parmenture, on les épingle ensemble sur leur extrémité en faisant bien se correspondre les différents repères et jonctions. On les coud à 1 cm du bord, on commence à piquer 8 cm après l'ourlet sur l'un des devants et on s'arrête 8 cm avant l'ourlet sur l'autre des devants. On place la doublure endroit contre endroit avec les enformes ourlets devant et dos. On les épingle ensemble sur leur extrémité en faisant bien se correspondre les coutures de côté et on les coud à 1 cm du bord. On réalise ensuite un pli d'aisance en bas de la doublure. Ce pli se trouve pris en sandwich entre l'enforme et la parmenture. On réalise ce pli, on le met dans le sandwich, on épingle le tout, puis on pique à 1 cm du bord. Une fois cela fait, on coupe dans les rentrées de couture afin de pouvoir les aplatir aisément au fer à repasser. Une fois que l'on aura retourné notre pièce, voilà la très jolie finition que l'on obtiendra grâce à ce petit pli d'aisance. On place l'extrémité des enformes à même des manches en tissu principal endroit contre endroit avec l'extrémité des manches en doublure, formant ainsi une sorte de tube circulaire. On les épingle ensemble en faisant bien se correspondre les coutures de coude et de saignée. On les coud à 1 cm du bord. Je conçois tout à fait qu'assembler les manches de la sorte puisse paraître étrange, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer lorsque l'on retournera la pièce à l'endroit. Les manches seront fonctionnelles, on pourra passer notre bras à l'intérieur, il n'y aura aucun problème. Puis une fois notre pièce retournée, on ferme le trou dans la doublure en réalisant de petits points à la main. Nous continuons avec l'étape numéro 11. On va s'occuper de fixer les enformes et on va également s'occuper de nos bracelets de manches qu'on a laissés de côté depuis tout à l'heure. Si on laisse la pièce telle qu'elle, il se peut que les enformes ne tiennent pas bien en place et dépassent légèrement en bas du vêtement ainsi qu'en bas des manches. Cela dépend de la main du tissu principal. Sur ma version beige, les enformes tenaient bien en place toutes seules, je ne sais par quelle magie, tandis que sur la version verte que je suis en train de coudre avec vous, les enformes tombent clairement. Pour voir si vos enformes tombent, c'est très simple. Vous suspendez votre pièce sur un cintre et vous voyez ce qui se passe en bas, si les enformes tiennent bien en place ou si elles ont tendance à dégringoler. Si elles dégringolent, je vous conseille de les fixer à l'endroit du vêtement en réalisant des points à la main. Vous placez l'endroit des enformes sous vos yeux, vous les cousez au tissu principal du buste devant et dos, espaçant chaque point de 8 mm. C'est la longueur idéale pour que la couture soit solide tout en restant invisible. On tente de la rendre la plus discrète possible en n'attrapant que très peu de matière sur l'endroit du vêtement et en modérant la tension. On ne tire pas sur les fils, on fait un point tout mou tout mou. Une fois que l'on a terminé cette couture et lorsque l'on tire un petit peu sur la doublure, vous voyez les enformes restent bien en place, elles restent bien accrochées au manteau trench.
je vous partage une technique de nœud que je trouve super chouette. Je plante mon aiguille dans un petit peu de matière, je prends mon fil, je le tourne plusieurs fois autour de l'aiguille. Vous pouvez le tourner 1 fois, 2 fois, 3 fois, là je sais plus combien de fois j'ai fait. Une fois que l'on a tourné autour de notre aiguille avec notre fil, on tire sur l'aiguille et cela nous forme un nœud qui est super solide. On ne coupe pas le fil au ras du nœud, on va planter notre aiguille un petit peu plus loin et c'est là qu'on coupe le fil. Nous allons continuer avec les bracelets de manche. On passe ces derniers à l'intérieur des passants de bracelets de manche. On place leur extrémité endroit contre endroit. On les épingle ensemble. On les coud à 1 cm du bord. Ici, il serait très difficile d'ouvrir la couture au fer à repasser sans aplatir le reste de la manche. Donc, on ouvre la couture avec nos doigts. On reforme le bracelet de manche en passant les rentrées à l'intérieur. Puis, on ferme les lignes restées ouvertes en réalisant des points à la main. Nous voilà à la dernière étape de ce tutoriel vidéo et sans surprise, on va s'occuper des boutonnières et des boutons. Et après, ce sera terminé. J'ai trop hâte. Traditionnellement, lorsque l'on regarde un vêtement féminin en face, les boutons se trouvent à droite et la boutonnière à gauche. Pour les vêtements masculins, il s'agit de l'inverse et cela remonte à bien longtemps. Il fut un temps où pour s'habiller, les femmes de haut rang requéraient l'aide de leurs servantes. Ces dernières étant bien souvent droitières, il leur était plus aisé de glisser un bouton cousu à droite dans une boutonnière placée à gauche parce qu'elles se tenaient en face de leur maîtresse. Les hommes s'habillant quant à eux seuls, l'inverse leur était plus aisé. Nous allons aujourd'hui faire honneur à cette tradition tout en l'adaptant à un vêtement croisé. Pour faciliter la compréhension de l'étape suivante, je vais différencier pour la croisure du buste devant la partie intérieure de la croisure et la partie extérieure de la croisure. Et vous voyez sur le dessin qui est qui. Le manteau trench Benedict est orné de 4 boutonnières et de 7 boutons. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence ? Eh bien, puisque 3 des boutons sont purement décoratifs. Nous avons 4 boutonnières fonctionnelles à l'extérieur de la croisure devant côté gauche. Trois boutons décoratifs à l'intérieur de la croisure devant côté gauche. Et pour terminer, 4 boutons fonctionnels à l'intérieur de la croisure devant côté droit. Ces boutons fonctionnels permettent de fermer le corps du vêtement, de l'encolure jusqu'aux hanches. On rabat le côté gauche sur le droit. En suivant les repères indiqués sur le patron, sur la partie extérieure de la croisure devant côté gauche, on coud à la machine notre 4 boutonnières de manière horizontale. Alors, j'ai galéré à le faire parce que ma machine déteste faire des boutonnières sur des tissus un petit peu texturés et il se trouve qu'à chaque fois que j'ai besoin de faire une boutonnière, c'est sur un tissu un petit peu texturé. Donc, vous me voyez forcer un peu là sur le tissu. J'ai finalement réussi à les faire, mais ce ne fut pas sans peine. Une fois que l'on a cousu nos 4 boutonnières, on les ouvre à l'aide d'un découvite ou de petits ciseaux. Une fois n'est pas coutume, je le fais avec ma grosse paire de ciseaux tailleur. Ne faites pas comme moi. Puis, en suivant les repères indiqués sur le patron, sur la partie intérieure de la croisure devant gauche et droite, on coud nos 7 boutons. Pour vous expliquer, j'en avais déjà cousu 6, mais il m'en restait un à coudre, celui qui est tout en haut et qui permet de fermer le col. Je vous laisse avec des petites images de moi en train de coudre mon bouton. Le baby est terminé!
Vous savez que j'ai eu une frayeur lors du repassage. La dernière fois, avant de prendre en photo le manteau beige, mon fer à repasser a décidé de cracher sur mon tissu une espèce de matière bizarre. Alors, c'est sûrement de ma faute, hein, parce qu'il m'arrive de mettre de l'eau, ne me grondez pas s'il vous plaît en commentaire. Il m'arrive de mettre de l'eau non déminéralisée à l'intérieur de mon fer. Et avant de prendre les photos de la version beige, je lui ai donné un petit coup de fer histoire que les photos soient parfaites. Voilà. J'ai envie de vous montrer le vêtement au top de sa forme. Et mon fer a choisi ce moment pour cracher quelque chose sur mon manteau. La tâche est partie. J'ai eu tellement peur. Donc là, je l'ai terminé. Je l'ai pas encore pris en photo, mais j'ai peur de le repasser. J'ai pas envie que le fer crache quelque chose dessus. Du coup, voilà. Je vous avoue que c'est la première fois que j'ai une telle fierté en cousant une pièce. Alors j'ai une double fierté parce que c'est moi qui ai mis au point le patron et ça a été beaucoup de travail, vous vous en doutez, mais c'est surtout que en fait coudre une pièce d'extérieur, je trouve que ça apporte un sentiment de satisfaction immense. C'est plus fort que lorsque je couds une robe de princesse même, alors que j'adore les robes de princesse, hein, on est d'accord. Et aujourd'hui avec cette pièce, je le ressens encore plus que d'habitude et terminer de la coudre et l'essayer et voir le résultat final porté, je vous dis pas, ça m'a fait un truc. J'ai envoyé des photos à tout le monde. Ma maman a reçu 10 000 photos. Hélène, ma meilleure copine, en a reçu 350. J'espère qu'elle vous plaira. Et bon, trêve de blabla, parce que là, je vais commencer à vous dire à quel point je suis contente. On regarde les vues portées de ce manteau trench Benedict. A little different than all the rest. I'm quite old-fashioned, wear a hat, sometimes play chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. But all complexions that I adore, so hard to find, these seem impossible to score. So I dream on to someday find that vintage love. I kept on looking, but everyone's such a bore. And out of a sudden... Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que le manteau trench Benedict vous a plu. J'ai hâte de lire ce que vous en pensez en commentaire et j'ai extrêmement hâte de voir vos propres versions du modèle Benedict. Je pense que c'est vraiment ce qui me réjouit le plus. Un immense merci par avance pour tous les messages que vous m'envoyez à la sortie de chaque patron. Toutes les personnes qui me mettent soit des commentaires, soit des petits smileys, soit des petits cœurs. Merci du fond du cœur à vous. Ça aide ma chaîne à se développer. Donc par conséquence ma marque à se faire connaître et c'est très chouette pour moi. Voilà, je tiens également à remercier les testeuses qui ont testé ce patron parce qu'elles m'ont été d'une grande aide et merci à toutes les couturières qui cousent mes modèles, qui font vivre ma marque. Merci pour vos retours et je suis honorée que vous appréciez mon travail. Donc de mon côté, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, je vous embrasse fort. Bye bye.